Est-ce que je suis le seul à être gêné devant les segments entre Dominic Mysterio et Liv Morgan? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 3 juin 2024. Et le show rouge commence avec la championne féminine Liv Morgan. Elle nous souhaite la bienvenue au Revanche Tour de Liv Morgan. La revanche marche très bien pour elle. Elle a commencé par envoyer Rhea Ripley sur la touche. Ensuite, elle est devenue notre nouvelle Women's World Champion. Mais ce n'est pas tout, car après, elle a envoyé Becky Lynch à la retraite en avance. La cerise sur le gâteau était d'embrasser Dominic Mysterio. On a tous vu la vidéo. La musique de Dominic Mysterio commence et il arrive sous les huées. Dom, comme toujours, veut parler, mais il est hué tellement fort. Dominic dit qu'il ne sait pas à quel jeu Liv Morgan pense jouer, mais Mamie ne joue pas le même jeu qu'elle, et lorsqu'elle va revenir, elle va tuer Liv Morgan. Morgan rigole et dit que Dominic va aussi se faire tuer. Morgan dit qu'elle s'est promise que ça allait en valoir le coup. Pendant combien de temps Dominic va encore se mentir? Dominic n'était pas venu pour aider Becky, mais bien pour être plus proche d'elle. C'est ok, quand elle disait tout prendre à Rhea Ripley, ça concerne aussi Dominic. Liv Morgan commence à s'approcher de Dominic et le toucher, mais Finn Balor arrive. Balor lui dit de reculer et dit que personne ne veut faire affaire avec elle dans le Judgment Day. Morgan demande ce qu'ils font si Dominic ne veut pas la voir partir. Liv Morgan dit que c'est ok, elle va partir pour cette fois-ci. Morgan quitte le ring et passe sa main dans les cheveux de Dominic Mysterio. Je ne sais pas quoi en penser de ce segment. Alors le côté de l'histoire où Liv Morgan veut vraiment tout prendre de Rhea Ripley, même Dominic Mysterio, on en a déjà parlé, c'est très intéressant, j'aime beaucoup cette histoire-là. La promo de Morgan est à la fois excellente et en même temps elle est à la fois malaisante, elle me gêne un peu parce que ça fait un peu prédatrice sexuelle et je trouve ça un peu bizarre. Je vous mets dans une situation à l'inverse. Imaginez si c'est Dominic Mysterio qui touche Liv Morgan de la manière dont Liv Morgan a touché Dominic Mysterio, j'imagine même pas les commentaires qu'on verrait. Et moi je me mets pas dans cette situation en mode c'est honteux ou quoi que ce soit. Je me pose juste la question et je trouve le segment un peu bizarre de voir Liv Morgan toucher le corps de Dominic Mysterio de cette manière-là, sans dire que c'est honteux, sans m'offusquer. Je trouve ça un peu bizarre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi si je suis un peu bête ou si j'en fais des tonnes. Mais j'ai trouvé ça un poil bizarre. Voilà, c'est simplement mon ressenti. Ludwig Kaiser fait face à Sheamus dans un combat de 10 minutes. D'ailleurs, Kaiser va s'en prendre à Sheamus avant le match, va s'en prendre au genou de Sheamus. Et pendant tout le match, c'est ce qu'il va faire. Quel combat. Le catch, c'est aussi simple que ça. Pendant le match, on n'a quasiment pas de prise. Je dirais on en a une ou deux de la part de Sheamus. Et c'est tout, on a juste deux gars qui s'en mettent plein la tête, deux gars qui veulent simplement blesser leur adversaire, deux gars qui veulent simplement faire mal à leur adversaire. Et ça fonctionne, c'est parfait. Quel bonheur d'avoir Sheamus dans son roster quand même, et Ludwig Kaiser est au niveau aussi. Ça va frapper tellement fort pendant ce match. Les torses des deux catcheurs sont rouges et vont vite devenir violets, hein, ça je n'en doute pas. Mais c'était excellent, c'est 10 minutes de combat et tu ne t'ennuies pas. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de prise à proprement parler, il n'y a simplement entre guillemets que des coups, mais c'est parfait, c'est tout simplement ce qu'on aime, c'est tout simplement ce qu'on veut. Un Sheamus qui va jouer le babyface parfait pendant le match parce que comme je le disais plus tôt, Ludwig Kaiser va s'en prendre violemment au genou de Sheamus pendant tout le combat avec n'importe quel coup possible, mais Sheamus va se relever à chaque fois jusqu'à ce moment en fin de match où Sheamus demande même à Kaiser de lui en mettre plein la tête et il y a tout le public qui se met derrière Sheamus, c'est à une vraie ambiance, c'est bouillant dans la salle, vraiment c'était un superbe combat. Sheamus en fin de combat veut porter son white noise du haut de la troisième corde, mais Kaiser va le contrer une nouvelle fois, un kick dans le genou. Il va porter le roll-up, 1, 2, 3, victoire de Kaiser. Je m'en fichais un peu de qui gagnait honnêtement. Tout ce que je voulais c'était un combat de qualité. Et c'est ce qu'on a eu. Dragon Lee fait face à Finn Balor dans un combat de 5-6 minutes. Un combat bien différent du précédent. Le match précédent on parlait de violence, de coups portés très forts. Là c'est pas vraiment le cas. On est sur de la technique, on est sur de la voltige avec Dragon Lee. Et ça me fait plaisir de voir Dragon Lee parce qu'on l'a très peu vu en action ces derniers mois. Et quel catcheur, il arrive vraiment à faire lever les foules en quelques secondes avec quelques prises. Il est excellent, ça on le sait depuis NXT, on le sait même depuis avant NXT et son arrivée à la WWE, mais c'est un fantastique catcheur, un fantastique luchador et j'aimerais le voir plus en action. Il fait une vraie belle prestation, mais pendant le match on a des interventions de JD McDonagh puis de Carlito. Alors dans un premier temps il arrive à s'occuper des deux, mais Balor va prendre le dessus et va remporter ce combat. Dragon Lee n'est pas affecté, hein, c'était quasiment un 3 contre 1. Après le match, Carlito veut s'en prendre à Dragon Lee, mais Braun Strowman et Rey Mysterio vont arriver. Bon, ils vont réussir à s'enfuir,
mais plutôt très drôle de voir Rey avec Braun Strowman. La différence de taille, la différence de gabarit, bon, elle est assez énorme, mais avoir Braun Strowman pour aider la LWO, ouais, c'est une vraie alliance qui va faire la différence, je pense. Le champion intercontinental Sami Zayn est sur le ring. Sami Zayn dit que la dernière fois qu'il était en Pennsylvanie, c'était pour WrestleMania, et on sait comment ça s'est terminé. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour profiter du titre intercontinental, car il y avait Chad Gable qui ne le lâchait pas. Chad Gable a essayé de se justifier avec la famille, Gunther ou Alpha Academy, mais la vérité c'est que c'est seulement entre deux. Ça a duré suffisamment longtemps, alors il y a quelque chose à proposer. Il invite Chad Gable à venir sur le ring seul pour terminer cette histoire pour de bon. La musique d'Alpha Academy commence et ce sont Otis, Akira Tozawa et Maxine Dupree qui arrivent sur le ring. Dupree dit que Gable pense que Sami Zayn ne mérite pas son temps ce soir. Ils doivent se racheter auprès de Gable et ça commence en livrant un message au nom de Gable. Zayn dit qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Dupree commence la lecture d'une lettre. Dupree dit que Zayn croyait être capable de retourner ses étudiants contre lui, toute une blague. Sans ses espoirs, Tozawa serait un échec en coulisses en prétendant être un ninja. Otis qui n'arrive pas à garder sa mallette ou Dupree, la fausse Barbie. La seule façon de terminer cette histoire est de lui donner un match pour le titre intercontinental. Sami Zayn dit à Dupree d'aviser Gable qu'il aura son match. Il va défendre son titre intercontinental à Clash à Dick Castle, mais il veut parler aux trois ici. Zayn demande s'ils peuvent encore endurer cette humiliation de Chad Gable. Ils sont meilleurs que ça, il le sait et les fans le savent. Zayn dit que Chad Gable n'a pas le droit de décider de la valeur des trois. Il a déjà été à leur place, ils doivent se libérer de Chad Gable une fois pour toutes. Gable arrive de l'autre côté et attaque Zayn dans le dos. Gable commence à le rouer de coups et lui fait une German suplex. Gable demande à Otis de frapper Zayn mais il ne veut pas le faire. Gable donne une claque à Otis pour le raisonner et le pousse contre le coin. Tozawa met sa main devant Gable pour l'arrêter, mais Gable le pousse aussi contre le coin. Dupree lui demande d'arrêter. Gable dit à Dupree de se mettre sur ses genoux pour le supplier d'arrêter. Dupree se met à genoux et lui demande d'arrêter. Otis s'interpose devant Gable. Les deux font un face-à-face. Zayn en profite pour frapper Gable et les deux échangent des coups. Mais Gable lance Zayn sur Otis et Otis fait trébucher Dupree en bas du ring par erreur. Gable veut faire croire à Otis que c'est la faute de Sami Zayn et Otis va frapper Zayn et lui fait un World Strongest Slam. C'était une nouvelle fois un super segment entre Alpha Academy et Sami Zayn et c'est maintenant officiel. On aura Zayn face à Gable lors de Clash à Dick Castle. On s'en doutait mais c'est maintenant officiel, c'est la semaine prochaine, hein, ça arrive très vite. Mais oui, une nouvelle fois, c'était top. Que ce soit l'acting des trois membres d'Alpha Academy, Otis, Akira Tozawa et Maxine Dupree, puis ensuite le côté vraiment agaçant, insupportable de Chad Gable, tout est parfait dans ce segment. Un Zayn qui essaye de raisonner Alpha Academy mais ça ne fonctionne qu'un peu, pas trop, mais pas tellement jusqu'au bout. Franchement, tout est parfait dans cette histoire, je me régale chaque semaine. Bron Breakker fait face à Ricochet dans un combat de 4-5 minutes. Enfin de la vraie compétition pour Bron Breakker, et c'est d'ailleurs lui-même qui le dit en backstage à Adam Pearce. Enfin, il a un vrai combattant en face de lui, entre guillemets. Enfin, il a quelqu'un du roster principal à qui il peut vraiment se confronter. Et ça, c'est une très bonne chose. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que le public répond très bien à Breakker. Ça crime en tout cas. Il y a de vraies réactions pour Breakker et c'est une très bonne nouvelle. Ça fonctionne ce qu'ils font avec Breakker. Et le match est bon, le match est vraiment bon. Alors, on va avoir un Ricochet qui va être blessé au niveau du ventre suite au spear de Bron Breakker il y a quelques semaines. Donc, c'est un peu compliqué pour lui, même s'il va avoir une grosse phase de domination, une belle phase qui va même le mener à tomber presque gagnant. Mais ça ne va pas suffire parce que Breakker va sortir un Frankensteiner assez exceptionnel. Quand il monte sur la troisième corde sans les mains à cette vitesse-là, c'est totalement dingue. Il va enchaîner avec un spear fabuleux qui va couper en deux Ricochet. Victoire de Breakker. Après le match, Breakker veut s'en prendre à nouveau à Ricochet avec des escaliers, mais la sécurité va intervenir. Puis Ilya Dragunov va s'en prendre à Bron Breakker qui va s'en aller via le public. C'est intéressant parce qu'on va clairement avoir un Breakker face à Ilya Dragunov. Peut-être même un match à 3, Breakker, Ricochet, Ilya Dragunov. Imaginez si on a un match à 3 du côté de Clash à Dick Castle. Quel bonheur ce serait, mais imaginons si on a juste un Bron Breakker face à Ilya Dragunov à Clash à Dick Castle, je serais l'homme le plus heureux du monde. Kiana James fait ses débuts du côté de Raw face à Natalya dans un combat de moins de 3 minutes. C'était compliqué parce que le public en avait rien à faire et je peux pas vraiment leur en vouloir. Pourquoi ? Bien parce que rien n'a été mis en place, rien n'a été fait pour que le public soit intéressé, soit investi derrière Kiana James. C'est-à-dire qu'on la voit dans des segments backstage où vraiment elle fait rien, juste elle voulait parler à Adam Pearce depuis quelques semaines et elle a ce combat-là, mais rien n'a été fait pour elle. Donc forcément, elle arrive et le public en a rien à faire. En plus Natalya, bon, on peut pas dire qu'elle fasse
fasse lever les foules non plus. Donc le combat est pas mauvais en plus, hein, c'est 2-3 minutes et les deux font des bases techniques assez intéressantes, c'est pas mauvais. Et Kiana James va l'emporter. Et honnêtement, c'est un peu tout ce qu'on va retenir de ce match. On va espérer qu'ils vont essayer de construire quelque chose avec Kiana James, parce que si c'est juste pour la mettre dans des matchs et rien en faire d'autre, bah évidemment, le public ne va pas s'investir derrière elle. Moi, je suis persuadé qu'il y a un vrai potentiel, je suis persuadé qu'elle a un charisme suffisant pour le roster principal et que sur le ring, elle a montré de belles choses. Donc, maintenant, à eux de faire mieux. Braun Strowman fait face à Carlito, rien à dire en soi sur le match, on va avoir des interventions du Judgment Day qui ne vont même pas suffire, Strowman va l'emporter très facilement. Après le match, le Judgment Day s'en prend violemment à Strowman, Strowman arrive à s'occuper d'eux jusqu'au moment où Dominic Mysterio arrive sur le ring, va prendre une chaise et là il y a vraiment ce moment où Dom veut porter un coup de chaise et Strowman met un énorme coup de poing sur la chaise et la fait voltiger, c'était vraiment très sympa, mais finalement Dom arrive à prendre le dessus parce que Braun Strowman veut s'en prendre à Dom, mais Liv Morgan va venir s'interposer, se mettre entre les deux. Je n'en dirai pas plus sur cette situation, hein. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur Liv Morgan, Dominic Mysterio plus tôt dans la vidéo, mais Strowman va donc se faire piéger par le Judgment Day qui vont tout simplement le détruire avec d'énormes coups de chaise de la part de JD McDonagh. Ils vont clairement lui blesser la jambe. Je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Braun Strowman, en tout cas je pense qu'on va vendre une blessure au niveau du genou de la jambe de Strowman pour l'écarter pendant quelques semaines. Les championnes par équipe féminine Jade Cargill et Bianca Belair sont sur le ring. Belair dit que ça fait un moment qu'elle n'était pas à Raw, mais maintenant qu'elle représente les championnes WWE, elles vont défendre les titres à SmackDown et à Raw. Cargill dit qu'elles ont une invitation spéciale pour ce soir puisque Stark et Baszler aiment parler, elles peuvent venir le faire ici. Baszler et Stark arrivent sur le ring, Stark dit qu'elle est surprise de voir les deux ici, elle ne se souvient même plus de la dernière fois où les championnes étaient à Raw. Belair dit que si elles avaient les titres pourraient être à Raw. Baszler dit qu'elles vont les battre, prendre les titres et les renvoyer à SmackDown. Cargill dit qu'elles n'ont pas besoin d'attendre, elles peuvent le faire maintenant. Baszler accepte, Adam Pearce, le général manager de Raw, accepte la proposition et officialise le match qui va commencer. Le match était pas mal, en vrai j'ai bien aimé l'ambiance, l'énergie de ce combat entre ces deux équipes. J'ai vraiment beaucoup aimé la performance de Jade Cargill et de Bianca Belair comme toujours, hein, j'ai envie de dire. Elles sont toujours dans le bon tempo, elles sont toujours dans la bonne énergie, vraiment j'aime toujours ce qu'elles font. Il y a un plan pendant le match qui est vraiment excellent à la caméra où pendant 1 ou 2 minutes, la caméra va suivre l'action mais à l'extérieur du ring, c'est-à-dire que la caméra va bouger à l'extérieur du ring, va suivre les personnes, les superstars en action et c'est assez plaisant comme plan, j'ai beaucoup apprécié, je sais pas si vous avez fait attention à ce plan mais il était magnifique, jusqu'au moment où Belair porte son KOD mais Alba Fire et Isla Dawn arrivent sur le ring pour attaquer Belair, l'arbitre va arrêter le combat, Cargill et Belair remportent le match par disqualification et après le match, Fire, Dawn, Stark et Baszler font équipe pour rouer de coups les championnes par équipe. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match à 3 dans les prochaines semaines à Clash at the Castle par exemple? Je ne sais pas à quel point ce serait plaisant ou non d'avoir ce match lors d'un gros PLE, je ne sais pas du tout, mais je suis content de revoir Isla Dawn et Alba Fire dans cette position-là, je suis content de les revoir finalement enfin dans les gros matchs des titres par équipe. Jey Uso est dans le public et demande si on est prêt pour l'été. Jey Uso dit qu'il a toujours de grands plans pour cette année. L'an dernier, on a eu le Bloodline Civil War, c'était difficile, il a perdu son frère, son cousin et sa famille. Il est resté dans le combat car il savait qu'un jour, il serait capable de se battre seul. J'ai dit qu'on est arrivé au jour où il est enfin main event Jey Uso. Alors il veut remercier tout le monde pour l'avoir suivi dans ce mouvement Yeet. C'est le moment pour lui de livrer la marchandise. Il a un plan de plus pour cet été. Il va monter l'échelle, prendre la mallette et devenir Mr. Money in the Bank. Jey Uso donc qui indique clairement son plan et c'est tant mieux parce qu'on se demandait un peu quel était le plan pour Jey maintenant. Il a échoué dans quasiment toutes ses courses vers les titres. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le mettre dans le match Money in the Bank? Je pense que oui, hein, ça arrive dans 1 mois et demi maintenant. Intéressant de voir aussi que par exemple en backstage on a Lyra Valkyria qui elle aussi parlait du Money in the Bank et elle s'est fait attaquer par Io Sky. Donc le Money in the Bank ça arrive bientôt, c'est après Clash at the Castle. Donc on y pense tous. Au début je vous avoue que la promo je me suis dit quel est l'intérêt? T'as l'impression que ça va nulle part et heureusement il parle de Money in the Bank, sinon tu avais l'impression que la promo était juste là pour faire une promo et qu'elle avait pas vraiment d'intérêt, mais bon, le public a très bien réagi, c'était quand même pas un mauvais moment. Author of Pain font face au New Day dans un combat de 3 minutes et je dois être honnête parce que j'en parle pas beaucoup de Final Testament face au New Day, cette histoire ne m'intéresse pas beaucoup. J'en parle pas beaucoup parce que c'est souvent des segments en backstage très peu intéressants et j'ai pas grand chose à en dire, donc c'est vrai que je le notifie même pas lors de mes récaps d'Euro.
mais ça m'intéresse absolument pas. Et pourtant, Karrion Kross, il est investi, il est à fond, hein, tu le sens dans les promos qu'il est vraiment à fond, mais ça ne change rien que Final Testament, j'en ai rien à faire. Et ce combat ne va pas arranger les choses, c'est 2-3 minutes et il ne se passe absolument rien. On a simplement une distraction de la part de Kross, ce qui fait que Woods est seul sur le ring et se fait avoir. 1-2-3, victoire de AOP, très facile et très oubliable. Et dans le main event, on retrouve le champion du monde poids lourd Damien Priest face à la légende Rey Mysterio dans un combat de 10 minutes. Déjà, quel bonheur de voir Rey dans cette position-là, de le voir dans un main event de Raw en 2024. Rien que ça me rend heureux. Et ce qui me rend heureux, c'est la prestation, le match en soi, parce que c'est 10 minutes de match et c'était ultra qualitatif, c'était ultra divertissant, un superbe combat. Rey Mysterio qui est dans sa position favorite en tant que underdog, en tant qu'homme qui ne peut pas battre le géant Damien Priest, mais qui va tout faire pour le faire et qui va avoir un soutien du public incroyable. Et ça fonctionne toujours en 2024, ça fonctionne toujours autant et surtout ça fonctionne parce qu'il est au niveau, ça fonctionne parce que sur le ring il est encore capable de faire des choses que personne n'est capable de faire, donc ça c'est toujours génial. Pendant le match on va avoir des interventions évidemment du Judgment Day. Dragon Lee va venir s'en occuper dans un premier temps, mais évidemment le Judgment Day est trop nombreux, ce qui fait que Rey Mysterio est distrait et Damien Priest en profite pour remporter ce match. Damien Priest va directement se faire attaquer après le match par Drew McIntyre avec un Future Shock DDT. McIntyre veut enchaîner, mais là aussi le Judgment Day va s'en prendre lui. McIntyre arrive à s'en sortir dans un premier temps et veut faire passer Damien Priest à travers la table des commentateurs, mais Priest va le contrer avec un énorme chokeslam à travers cette même table et ça va terminer le show. C'était top, c'était vraiment top. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le public n'est ni pour Damien Priest ni pour Drew McIntyre, c'est-à-dire qu'ils peuvent popper pour les deux, ils peuvent huer les deux, c'est vraiment cool, sachant que le show aura lieu en Écosse, un Clash at the Castle, leur combat. Bon, on sait que le public sera derrière Drew McIntyre, mais là en weekly aux États-Unis, c'est plutôt intéressant de voir les réactions assez mitigées, partagées du public. Mais en tout cas, je suis assez intrigué, je suis assez intéressé. Ce qu'ils en font de Drew McIntyre, Damien Priest, les segments, les promos, puis les interactions physiques qu'on a entre les deux, bah ça me hype plutôt. Bilan de ce Raw, eh bien on est sur un 8 sur 10 de mon côté. Une nouvelle fois, Raw n'a pas manqué en termes de qualité de match. Vraiment, en termes de qualité, on l'avait dit lorsque la draft a été faite, car Raw on allait avoir des matchs de malade grâce aux catcheurs qu'il y a dans le roster et c'est le cas chaque semaine. D'ailleurs la semaine prochaine on a Ilya Dragunov face à Bron Breakker, on a Io Sky face à Lara Valkyria et Sami Zayn face à Otis. On mange bien, on mange très bien. Maintenant c'est vrai que je suis toujours perturbé, perplexe par rapport à l'histoire entre Liv Morgan et Dominic Mysterio. Je vous invite une nouvelle fois à me donner votre avis là-dessus parce que moi, je suis pas très chaud. Vraiment pas très chaud par ce genre et par ce type de segment. Mais globalement, j'ai passé un très bon moment devant ce show. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut